Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 dit tout. Voici notre sommaire pour aujourd'hui. Alors vous rêvez d'instaurer des règles de vie à la maison, mais vous ne savez pas trop comment fédérer tout le monde autour. Nous avons des réponses pour vous. Nous parlerons ensuite de l'apprentissage des nouvelles langues. À partir de quel âge? Comment? Eh bien, on en saura plus dans un petit moment. Nous ferons ensuite une activité qui visiblement détend beaucoup, la poterie. Atman testera pour nous un cours de travail de la terre. Et pour finir, nous parlerons de colique néphrétique. Ça ne prévient pas, il s'agit de douleurs monstres. Mais alors, comment soulager rapidement ces irradiations? Quelle prise en charge d'urgence? Les détails dans 11 dit tout. Bienvenue à vous, je retrouve mes invités et on démarre. À tout de suite. Merci à vous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de retrouver toute l'équipe et bien évidemment qui veille à la réussite d'On se dit tout et toutes les spécialistes ici. Encore un plateau de femmes. On ne le fait pas exprès, mais voilà, on va dire il y a plus de femmes amies de l'émission que d'hommes, n'est-ce pas, mesdames? Non? Oui? Oui. Oui. Les femmes sont plus actives. Les femmes sont plus actives, voilà, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit, Zineb, comme ça. C'est très positif, même. Ouais. Zineb Rami, d'ailleurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, justement, vous venez d'Agadir, où vous êtes néphrologue. Et c'est avec vous que nous allons parler des coliques néphrétiques, parce que c'est incroyable, mais souvent, la crise nous prend de nuit, prend les personnes... de nuit, c'est extrêmement douloureux, ça irradie, on ne sait pas quoi faire. Mais alors justement, comment on peut réagir aux coliques néphrétiques? Eh bien, on en parlera avec vous tout à l'heure. Et puis celle qui a la tâche d'instaurer les règles de vie à la maison, non seulement de les installer, mais aussi de les faire fonctionner, c'est vous, Merim Zahem. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes coach parental. Et donc, dans quelques instants, le mode d'emploi avec vous. Super. Alors, Sarah Hay, vous êtes orthophoniste et avec vous, nous allons parler des langues. L'apprentissage des langues, mode d'emploi. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur le multilinguisme. On ne parle même plus de bilinguisme. Mais à quel âge introduire ces choses-là? Comment? Eh bien, les détails, c'est avec vous dans quelques instants. Et puis, on va se détendre aussi. Le dimanche matin, on a droit à une activité. Aujourd'hui, c'est une activité manuelle avec Atman. Il testera pour nous la poterie. Quelqu'un en fait déjà? Quelqu'un en a déjà fait de la poterie? Non? Ça vous dirait de savoir comment ça fonctionne? J'ai déjà essayé un certain temps, mais c'est très agréable. C'est très agréable? Mais j'ai arrêté, quoi. Pourquoi ça? Manicure? Non. Bon. Non, c'était une autre vie. C'était une autre vie, ok, à une autre époque. Et ben, on va replonger dans le travail de la poterie tout à l'heure. Merci beaucoup, mesdames. Myriam, je vous ai taquiné. On commence par vous. À tout de suite. Alors justement, comment fédérer tout le monde autour des règles de vie à la maison? Justement, les règles de vie, c'est très important. Ça permet d'établir un mode de fonctionnement. Mais les parents disent souvent, eh bien, je n'arrive pas à imposer ça ou je n'arrive pas à les faire tenir sur le long terme. Comment y arriver? Vous avez sûrement des astuces, une recette. Mais juste avant, nos équipes sont allées rencontrer des parents à l'extérieur pour savoir comment ils fonctionnent. On regarde, on récolte l'information, on revient pour en parler. En général, les règles que je dois moi-même respecter, tout le monde doit les respecter, au même titre que moi. Mais sinon, strict dans le sens autoritaire, je ne suis pas très autoritaire. Il n'y a pas de règles strictes. Il y a l'égalité dans la famille. Tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de donner son avis et on le partage. Bien entendu. Il y a toujours des règles à ne pas dépasser. On essaie de leur laisser leur propre liberté, sans toutefois outrepasser les limites. On est plus sur un terrain d'entente. On est plus pour le consensus. Alors justement, le consensus, est-ce que finalement, ce n'est pas ça l'idéal? Si, parce que instaurer des règles juste comme ça de la part des parents sans que les enfants soient impliqués,
c'est pas possible et c'est pas durable. Donc là, il y a eu différentes opinions des personnes qui parlent de communication. Au fait, le fait d'ouvrir la communication avec les enfants n'est pas négatif. C'est au contraire, le fait de permettre à l'enfant de dire et d'opiner par rapport à ce qui se passe à la maison est beaucoup plus constructeur et ça pousse l'enfant à s'impliquer encore plus dans ses règles de vie parce qu'on lui fait sentir qu'il est partie prenante. Il n'est pas là juste en train de subir. On ne lui impose pas. Voilà. Mais à partir de quel âge on peut établir des règles et trouver un consensus avec les enfants? Dans la mesure, quand je dis à partir de quel âge, c'est à partir de quel âge ils peuvent être coopératifs? À partir de très jeune, à partir, je dirais, de 18 mois, 24 mois, ils commencent déjà à comprendre. Dès que l'enfant devient un peu autonome, il bouge, il joue, il va vers les choses. Donc on sort de l'état bébé, où on le prend, on fait tout pour lui. Dès qu'il commence à faire des choses pour lui-même, donc on peut lui expliquer. D'ailleurs, il y a des maisons où il n'y a pas de problème dans ce genre pour installer des règles, parce que les règles sont claires. Au fait, pour installer des règles, il faut que d'abord les parents aient une certaine vision, une certaine clarté par rapport à ces règles de la vie. Et il y a un monsieur qui a dit, ils font comme moi. Ben oui, parce que si je viens dire quelque chose qui n'est pas cohérent, genre faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ça ne marche pas. L'enfant, il comprend que ce n'est pas ça. Donc, il faut que nous, on soit cohérents par rapport à ce qu'on demande à notre enfant. Si je suis en train de faire quelque chose, je pousse inconsciemment mon enfant à faire la même chose. Donc, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Si je suis ordonnée, alors par exemple, pour ne pas rester dans le flou. Le flou, voilà. On a un exemple. Ranger la chambre. Voilà. Alors, ranger la chambre, comment je peux faire? Parce que les parents vous le diront souvent, et surtout les mamans, je dois toujours répéter. Oui. Alors, si moi, en tant que maman, déjà, ma maison est désordonnée, je n'arrive pas à trouver un rythme, ma chambre n'est pas bien faite ou mon placard est toujours un peu dans le désordre. Je ne peux pas attendre de mon enfant que sa chambre soit nickel, tout est rangé, tout est à sa place. Il faut que moi, d'abord, j'incarne ce que je demande. Et puis moi, ce que je demanderai aux parents, donc pour installer, pour aller directement dans l'application de ces règles de vie, il faut qu'on ait une vision claire. Donc, papa et maman doivent prendre un moment, parler, qu'est-ce qu'on veut. Et on ne mélange pas tout. Je ne vais pas, si je veux installer, parce que, comme j'ai dit, il y a certains foyers où ça s'installe naturellement, il y a des foyers où ça ne s'installe pas naturellement, qu'il faut faire un effort. Donc, ce n'est pas perdu, ça s'installe. Il faut que les parents aient une vision claire. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va parler des tablettes, de la gestion des écrans, du temps qu'on va passer devant les écrans? Est-ce qu'on va parler des devoirs scolaires? Est-ce qu'on va parler des règles d'hygiène ou de rangement de notre chambre? De quoi on va parler? On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Parce que généralement, les parents, ce qu'ils font, ils laissent passer, ils laissent passer, ils laissent passer. Un jour, on vient et on jette tout à l'enfant. Tu ne fais pas tes devoirs, tu ramènes de mauvaises notes, ta chambre est toujours en désordre, tu passes des heures devant la télé. Donc l'enfant, il est submergé de critiques et il ne comprend pas parce que personne ne lui a appris autrement. Donc de un, il faut qu'on s'éclaircisse et qu'on dise qu'est-ce qui est prioritaire maintenant pour nous? Est-ce que c'est sa gestion des devoirs? Est-ce que c'est le temps des écrans? Est-ce que c'est la chambre? Est-ce que c'est les sorties? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et par rapport à cette priorité, donc déjà, on est dans la même position, papa et maman. On demande à l'enfant de venir et on lui en parle. Et on demande sa collaboration parce que l'enfant n'aime pas qu'on lui impose des choses. Il aime être dans la collaboration. Oui, mais comment? En fait, c'est maquillé parce qu'on lui impose on lui laisse pas le choix, il doit le faire. Oui. Parce que trop de collaboration, je sais pas, je ne veux pas paraître comme un parent extrême. À toi, Yasmine, par exemple, si je te demande ta collaboration, j'ai un désordre à la maison et je viens, je te dis, écoute, dorénavant, j'ai envie qu'on installe une certaine organisation, un certain ordre à la maison et j'ai besoin de ta collaboration. Est-ce que ça va te faire le même effet que si je viens et je te dis, bon, dorénavant, tu ranges ta chambre. Tous les jours, je rentre le soir, je veux voir ta chambre
Tout à fait. C'est pas la même chose. C'est pas mais la moi, même on va dire, chose. je n'ai que 25 ans. C'est pas... c'est pas la même chose. Moi, je veux dire, je suis parent. Oui. Enfin, quand j'avais 8 ans, on me disait ça. Et je le faisais. Oui. Mais c'est différent, Mais c'est c'était une question une d'âge. autre époque, Et c'était une autre époque. Mais ça marchait bien. On obéissait assez bien, C'est ça. assez facilement Assez à nos facilement. parents, je pense. Là, nos enfants, bon, on les a habitués à autre chose. On les a habitués à un certain dialogue. On les a habitués à une certaine Oui, mais liberté. quand ils répondent, pardon Marim, mais soyons Oui, honnêtes. oui, honnête. Quand on va dire je voudrais que tu mettes rien, je pense qu'en tant que parents, on a peut-être tous un jour ou l'autre eu cette réponse. Et si je veux pas? Et c'est à ce moment-là où on revient à 1980 et on dit non, non, c'est moi ta mère et je te dis de le faire. Oui. Et tu vas le faire. En fait, là, Keina ou la Keina? oui, alors quand on installe ça, il y a plusieurs étapes. Alors j'ai dit première étape, il faut qu'on en parle entre nous et qu'on se mette d'accord. Deuxième étape, qu'on en parle à l'enfant. Troisième chose, que ce soit cohérent. L'une des parties, c'était la dernière, c'est de relier ce qu'on demande à des conséquences positives ou négatives. Donc, que ce soit, si tu m'aides, ben, on pourra sortir samedi, faire ce que tu aimes, partir pas du au chantage. parc. C'est pas du chantage. C'est de la Mais récompense. c'est de la récompense. C'est qu'à chaque chose, parce que la vie, elle est faite comme ça. Si on se comporte bien, ben, on a quelque chose de bien. Si on se réveille tous les jours, on va au travail, ben, on a Un salaire. Un salaire en fin de mois. Donc, c'est aussi installer une certaine logique dans la tête de nos enfants. Donc, une dernière chose que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on va installer ça et que nos enfants vont accepter et on va rentrer dans cette dynamique positive, ne vous attendez pas à ce que l'enfant le fasse systématiquement Je et ne à suis chaque pas un fois. robot. Exactement. Donc, il y aura des moments où il ne le fera pas. Donc là, il faut qu'on soit un peu plus patient, un peu plus compatissant et indulgent. Donc, si je rentre et mon enfant n'a pas rangé sa chambre, alors que c'est la consigne, c'est ce qu'on a, c'est sur ça qu'on s'est mis d'accord, ben, au lieu de venir et juste réprimander ou être directement dans le négatif et lui reprocher ça, ben, je peux lui dire, ben, tu sais, viens, je peux te donner un petit coup de main. Ce qui s'est passé? Même pas. C'est juste aller vers l'action et l'aider à faire. Commencer, je te donne un coup de main. Donc, notre dynamique positive fait que l'enfant aille dans cette dynamique-là. Mais s'il s'habitue à ça, c'est plus pratique quand maman m'aide à le faire. Ça va plus vite. Alors, je vais attendre maman, elle va venir, elle va finir par m'aider. Il faut savoir aider aussi. Aider, c'est pas tout faire. Aider, c'est je te donne un coup de main. Tu es responsable. Moi, je suis là pour t'aider. Je ne suis pas là pour tout faire. Vous m'avez convaincue, Marie. Maintenant, il faut passer à l'application. Il faut passer à l'application, Voilà. exactement. Ça, là, justement, vous êtes maman, vous avez une petite fille. Les règles de bonne conduite à la maison. Je suis à ce stade, je pense, à bientôt 4 ans. Donc, mais je pense qu'elle a souligné un point qui est très, très important, c'est la communication au niveau de la maison. C'est vrai qu'on a beaucoup de parents, beaucoup de maisons, et même nous, des fois, on se laisse traîner par le manque de communication, soit entre maman et papa, chose qui se répercute par la suite sur l'enfant lui-même. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, quand on parle à l'enfant, on se dit, ben tiens, ça marche. Parce qu'en fin de compte, ils comprennent. Et les enfants, moi je dis toujours aux parents, les enfants sont des manipulateurs. Donc autant ils savent où manipuler, autant ils vont le faire correctement et au bon et aux formes. Quand il faut le faire. Voilà. Exactement. Et puis c'est vrai que le fait d'aider un petit peu, moi j'ai déjà essayé ça, le fait de lui dire, voilà, fais ta tâche, elle n'a pas fait, donc je lui dis, tiens, tu sais quoi, toi tu le fais, moi je t'aide. Et ça a marché. Ça a marché. Donc là, jusque-là, je pense que j'apprécie beaucoup l'école. Elle a souligné quelque chose qui est très important, c'est la cohésion parentale. Il y a beaucoup de familles où papa et maman ne sont même pas d'accord. Donc moi, je demande quelque chose et papa demande autre chose. Et donc, ça perturbe l'enfant. Et là, il voit où est la faille, où est le vide. Il l'utilise pour contourner les consignes. Et puis, je pense qu'il y a aussi le problème, il faut souligner le problème de la famille. Parce que des fois, on est confronté... Bon,
Généralement, les grands-parents ne vont pas sur la même longueur d'onde que les parents. Donc, des fois, on est confronté à... Nous, on instaure, donc là, mes parents, certainement, pour se sentir concernés. C'est qu'on instaure une règle, mais la règle, elle est un peu délicate par rapport aux grands-parents parce que pour eux, non. Pourquoi on instaure cette règle-là alors que c'est une règle d'or à la maison? C'est ça. Et peut-être que même vous avez grandi sur cette règle. Oui. Oui, complètement. Je partage. Alors, on va aller sur les questions des téléspectateurs. On a deux mamans. Khadija qui vous dit à partir de quel âge pensez-vous qu'il devient nécessaire d'instaurer des règles au sein d'un foyer familial? À partir du moment où vous, parents, le sentez nécessaire. Au fait, avant l'adolescence peut-être, bien avant. Moi, je dirais, personnellement, je l'ai instauré avec mes enfants depuis le tout début. Donc, on tu fait quelque seul, chose... Tu prends ton biberon seul, tu changes ta couche seule, tu fais tout ça. Bon, pas à ce point. Pas à ce point. Qu'on se mette d'accord, tu fais tout seul. Tu fais ton marché tout ça existe, les biberons avec les manches. C'est nouveau, c'est pour les parents qui sont un peu trop carrés. Carré, voilà, non, pas à ce point. Mais les pousser vers une certaine autonomie, les pousser vers une certaine indépendance. C'est un apprentissage de l'autonomie. Parce que sinon, on n'est plus des femmes au foyer, généralement. Même les dans femmes les au foyer jeunes sont très couples occupées. et même les femmes au foyer, ce n'est plus aussi évident qu'avant. Donc, on ne peut pas être partout. On ne peut pas jouer un rôle de maman, de femme, et vivre une certaine vie épanouie de personne, quoi. Donc, au lieu que ce soit un poids, toujours derrière l'enfant, toujours à faire les choses à la place de l'enfant. Et puis après, je les reçois au cabinet qu'elles se plaignent tellement de ses enfants, alors que l'enfant, il n'est pas fautif à la base. Il n'a rien demandé. Il n'a pas été cadré. Exactement. Il fallait lui mettre un cadre. Dernière question de Nargis, 45 ans, qui dit « Je n'aime pas faire de comparaison entre mes enfants lorsqu'il s'agit du respect des règles à la maison. Que faire pour mener à bien ce changement ?» Tous la même chose? Non. C'est pas possible. Non, tous la même chose, non, parce que ce serait traité avec des robots. Nos enfants sont différents. Et les failles de l'un ne sont pas les failles de l'autre, les forces de l'un ne sont pas les forces de l'autre. Donc il faut avoir une certaine souplesse, une certaine intelligence au moment de traiter avec nos enfants. Donc peut-être que... Pardon de vous interrompre, mais parfois eux-mêmes ne sont pas d'accord. Par exemple, on va prendre deux enfants, l'un est coopératif et l'autre un peu moins. Oui. Celui qui est coopératif dit toujours OK, et il ne pose pas de problème, et le deuxième est un peu plus rebelle. Et quand le deuxième dit non, et que finalement, parce qu'à ce moment-là, on est pris par autre chose et on n'a pas trop envie de se casser la tête à insister, celui qui est coopératif finit par se rebeller lui aussi en disant c'est pas normal, vous le laissez faire ce qu'il veut, il participe jamais. Enfin, c'est un cas de figure qui existe. Oui, mais ça, voilà. Mais après, c'est une arme à double tranchant parce que les trop coopératifs, moi je dis attention, c'est un signe. Des fois, les enfants jouent le rôle du super coopératif, du très 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 gentil, pour accentuer le défaut de l'autre, pour prendre une certaine position exactement. Merci par rapport beaucoup, Marim à la Zaïm. fratrie. On va continuer ensemble, on va parler de colique néphrétique tout à l'heure, c'est pas très glamour, mais je suis sûre que les personnes qui en ont déjà souffert auraient souhaité avoir l'information, savoir comment réagir face à cette douleur qui est juste monstrueuse. On va en parler avec vous, docteur Zineb Arami. On va parler d'apprentissage de langue. Ça, c'est glamour ou un peu quand même, non? Glamour. Glamour. On va le mettre dans le cadre glamour. Pour une fois, on dirait il faut dire glamour. Voilà. L'initiation aux langues, mode d'emploi, c'est avec vous tout de suite, Sarah Hay. Alors, vous êtes orthophoniste et avec vous, justement, l'apprentissage des langues. À partir de quel âge? Parce qu'on dit que nos enfants, quand ils sont tout petits, sont de véritables éponges. En même temps, est-ce que, pour certains parents, est-ce qu'on ne va pas venir perturber le fonctionnement, on va dire, du langage? Donc, à partir de quand on peut introduire une deuxième, une troisième langue? On va essayer d'en parler avec vous en tant qu'orthophoniste. Nous sommes aussi allés à la rencontre d'un professeur de langue dans une école. On regarde et on revient.
L'apprentissage des langues se base sur 4 activités langagières. La compréhension de l'oral, la production de l'oral, la compréhension de l'écrit. Tout d'abord, il faut commencer par l'oral, préparer cette base, pousser les élèves à se baigner dans l'oral, enrichir leur vocabulaire et par la suite faire une entrée à l'écrit. Je vais prendre l'exemple de la langue anglaise. C'est une langue qui n'est pas vraiment très transparente. Donc l'écrit peut poser des problèmes aux élèves parce que ce qu'ils entendent n'est pas forcément ce qu'ils vont écrire. Du coup, il faut bien préparer l'oral, la prononciation surtout, l'accent. Je vais prendre toujours l'exemple de l'anglais, que ce soit the British accent ou the American accent. Et par la suite, une fois on sent que les élèves sont capables peut-être de passer à l'écrit, c'est à ce moment-là, dans les grandes classes, qu'on passe à l'écrit. Mais quand je dis écrit, c'est pas vraiment des paragraphes, c'est que des petites phrases, des petites courtes phrases qui parlent de leur entourage, l'école, la famille, qui parlent de l'élève, ce qu'il fait, ses activités, etc. Donc c'est pour cela, je pense qu'il faut initier les élèves dès leur jeune âge à apprendre une nouvelle langue. Ils ont la capacité, ils ont la motivation et ils peuvent apprendre la prononciation correctement, pas comme un adulte. De là, je dis aux parents, allez-y, lancez vos enfants, communiquez avec eux, chantez avec eux, regardez même des films et des séries pour que vos enfants puissent acquérir et avoir cette langue. Eh bien voilà, c'est rassurant, comme quoi on commence par le langage et ensuite par l'écrit, et puis comme quoi on peut commencer déjà très jeune à leur initier les langues. Ça, c'est à l'école, mais on va redescendre un peu plus dans les âges avec vous, Saraha, en tant qu'orthophoniste. C'est vers quel âge? Par exemple, est-ce que des bébés, notamment chez nous, dans notre région, au Maroc, nous parlons 2 langues, l'arabe et le français, enfin Darija et le français. Et donc d'emblée, on mélange les deux. Est-ce que c'est perturbant pour les enfants, pour un bébé, par exemple? Alors, les dernières recherches qui ont été faites par rapport aux apprentissages de la langue et tout ça ont parlé que l'appétit des enfants et au fait d'apprendre les langues se fait à partir même de la vie intra-utérine. C'est-à-dire que nous, on est bilingue. C'est vrai qu'au Maroc, on a ce gros problème. C'est que c'est pas un problème. Ou un avantage? Je dirais un avantage, parce qu'on est mieux dans les langues par la suite, au niveau des apprentissages des langues. Alors, le bébé, déjà dans le ventre de sa maman, est déjà un petit peu initié, je dirais pas aux mots, c'est-à-dire que là, il ne décrypte pas les mots, mais il décrypte les mélodies, l'intonation, les sons. Et il faut savoir que l'intonation en arabe n'est pas celle en français. Et donc, c'est ce qui fait la richesse au niveau auditif. Alors, par la suite, une fois le bébé est là, donc là, il y a la différenciation entre les voix. Et ça aussi, ça fait une grande richesse pour l'enfant. Et puis, en variant les voix et en variant les langues, ceci donne plus d'appétit vers les langues. Et donc, l'apprentissage des langues peut se faire très tôt, c'est-à-dire même avant la naissance de l'enfant, à travers maman et papa qui vont parler avec l'enfant, chose qui est très très importante pour l'évolution langagière de l'enfant, orale et aussi par la suite écrite. Est-ce que c'est important qu'une personne parle uniquement une langue? Alors, dans le cas des couples mixtes, par exemple, est-ce que c'est important que, par exemple, la maman parle sa langue et le papa parle sa langue avec l'enfant? Alors, je vais vous dire, il y a deux si on veut dire deux écoles. Deux écoles, ouais. Voilà. C'est qu'il y a une école qui dit qu'il faut associer personne, langue. C'est dans les cas des couples mixtes. Par exemple, maman est marocaine, elle va parler darija. Papa est français, par exemple, il va parler français. Et donc, je vais toujours avoir le français avec papa et l'arabe avec maman. D'accord? Alors, dernièrement, on parle plus vers l'avantage de faire une langue dans un lieu, c'est-à-dire qu'à la maison, une langue, en garderie, une autre langue. Donc ça, c'est deux manières de procéder qui peuvent aider un petit peu l'enfant vers le fait d'apprendre facilement la langue. Mais il faut savoir que pour être bilingue, par exemple, à 100%, on parle d'une immersion de langue qui est 50-50. On parle 50-50, c'est-à-dire que pour qu'aucune langue ne prenne le dessus sur l'autre. Et chose qui est un petit peu délicate et difficile à faire parce que... Ils finissent par faire un choix, hein, j'ai l'impression, les enfants. Pas un choix, mais il y a toujours une petite langue qui va prendre un peu le dessus. Il y a une aisance. Voilà. Au Maroc, on a plus une aisance vers le français. Pourquoi? Parce que les écoles, en garderie et en crèche, on a plus une immersion française. Donc, Darija, ça reste avec la nounou. Les parents sont bilingues, donc il y a et le français et l'arabe. Et le côté Darija reste un peu
peu plus restreint. Et puis, il faut savoir qu'il y a la difficulté de la langue aussi, c'est-à-dire qu'il y a une transparence des langues qui fait qu'il y a des langues qui sont plus faciles que l'autre. Et le français est plus facile que l'arabe classique et donc, du coup, la darija aussi. Alors, Sarah, on a pris le cas de couples mixtes où c'est une langue par parent. Mais par exemple, dans le cas de couples non mixtes, et par exemple, on a des enfants et on a envie qu'ils apprennent et darija et le français et l'anglais aujourd'hui. Alors, est-ce qu'une troisième langue, ça fait beaucoup et comment on se retrouve dans tout ça? Tout dépend des enfants. Écoutez, aujourd'hui, on parle de multilinguisme, on ne parle plus de bilinguisme parce que c'est vrai qu'on est plus dans le fait de donner autant de langages. Il faut savoir que l'apprentissage des langues, il est plus facile avant les 6-7 ans. Pourquoi? On en parlera toujours de la plasticité cérébrale parce que avant les 7 ans, jusqu'à 7-8 ans à peu près, on a une plasticité cérébrale qui est quand même bien mise en place. Et donc, du coup, l'enfant a un appétit, a de grosses capacités d'imitation, a de grosses capacités auditives. Et donc là, ils appellent ça les génies linguistiques, parce que c'est à cet âge-là que tout s'installe. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve maintenant dans les crèches et les garderies, on commence à instaurer l'anglais aussi en bas âge. Parce que, donc par exemple, ça ne perturbe pas. Écoutez, un enfant qui va avoir un retard de langage ou des difficultés de langage aura un retard de langage sans pour autant être soit mis dans unilingue ou bien multilingue. C'est-à-dire que ça ne change rien dans le cas. Alors, nous, des fois, on conseille aux parents d'essayer d'un petit peu d'équilibrer ou de diminuer un petit peu une langue par rapport à l'autre quand on voit que le trouble ou le retard de langage, il est vraiment très important. Donc là, on dit aux parents, on calme un petit peu le jeu. On y va, par exemple, au niveau du français. Une fois l'enfant commence à développer un langage qui est quand même cohérent au niveau du français, les autres langues vont venir facilement. Parce que pourquoi? Parce que c'est le même système d'apprentissage. Ce n'est pas différent. C'est ça. D'accord? Une question, Zina Barami, à notre orthophoniste, par rapport à cette histoire de bilinguisme, de couple mixte. Est-ce qu'il y a des langues qui sont plus faciles à introduire, on va dire, chez l'enfant, vu notre contexte, vu en fait le multiculturalisme qu'on a, avec l'espagnol, avec l'anglais, avec d'autres langues éventuellement? Alors, c'est vrai qu'il y a une échelle de transparence des langues qui fait qu'elle classe les langues selon leur transparence pour dire est-ce qu'elle est plus difficile, plus facile. Alors, mais il faut savoir qu'il y a une différence. Par exemple, l'espagnol au niveau du parler, elle est facile. Au niveau de l'écrit, par rapport au français, elle est facile, mais il faut savoir qu'au niveau, par exemple, de la grammaire et tout, il y a beaucoup plus de complexité. L'anglais, on parle d'une manière et on écrit d'une autre manière. Le français, encore autre chose. L'arabe, c'est encore l'arabe classique, parce qu'il faut savoir, dans le contexte des recherches, on ne travaille pas, il n'y a pas de recherche au niveau de l'arabe dialectal, du darija. Il y a eu quelques recherches au niveau du Maroc, mais ce n'est pas avancé au point de la mettre dans l'échelle de transparence. Ce qu'on met dans l'échelle de transparence, c'est l'arabe classique qui est vraiment quand même une langue qui est assez compliquée et qui fait que ça complique un petit peu les choses. Donc l'enfant aura plus tendance, c'est pour ça qu'on parle plus tendance français actuellement au Maroc, et les enfants vont encore moins vers la langue arabe classique parce qu'on n'a pas d'initiation à la maison, nous-mêmes on ne parle pas ça, on parle plus darija. La darija, elle n'est pas écrite. Et puis quand on parle versant langage écrit, ça c'est langage oral, mais versant langage écrit, c'est une autre histoire. Et puis les enfants qui n'ont pas été mis dans un bain de langage d'une langue X ou Y vont avoir beaucoup plus de difficultés à accéder à cette langue. Chose qui est tout à fait normale. Il faut stocker un vocabulaire, il faut avoir un vocabulaire, il faut écouter une langue, l'intonation, être mis dans ce bain pour qu'on puisse par la suite... Même les adultes d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour les questions des parents qui sont avec nous. À tout de suite. On se dit tout reprend sur Média TV. Merci beaucoup d'avoir choisi cette émission pour vous accompagner. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. Et on continue donc cette fois-ci cette histoire d'initiation aux langues. On en parle avec vous, Sarah Hay. Je rappelle juste que tout à l'heure, on parlait des règles de vie à la maison, comment les instaurer. Ça, c'était un sujet avec vous, Mariam Zaïm. Et puis tout à l'heure, on parlera de colique néphrétique avec vous, Dr Zina Barami. Et dans un petit moment, on va se détendre avec le travail de la poterie, le travail de la terre, une activité de poterie testée pour nous par Atman. Ça, c'est dans un petit moment. Donc, on allait sur les questions des téléspectateurs, mais peut-être rapidement, Mariam, vous avez une question à Sarah par rapport à ce sujet? Non, c'était juste un commentaire. Pardon. Oui, elle a parlé de la plasticité cérébrale. Effectivement, il y a certains parents qui se posent cette question du multilinguisme. Maintenant, les recherches en neurosciences ont prouvé que cette plasticité cérébrale permet à l'enfant
d'acquérir énormément d'apprentissage, que ce soit langagier ou autre, avec beaucoup plus de facilité que ce qui se passe dans notre cerveau à nous d'adultes. D'adultes, complètement. Il est beaucoup plus... au fait, on pensait avant que les enfants n'arrivaient pas, leur capacité ne leur permettait pas d'aller à un certain niveau. Ils en ont beaucoup plus que nous. Alors, on va sur les questions. Bouchra qui vous dit, est-ce qu'il est normal que mon cadet apprenne plus rapidement la langue anglaise que son frère aîné, sachant qu'ils ont suivi les mêmes cours? Il y a des enfants qui ont plus d'appétit pour les langues et il y en a des gens qui sont beaucoup plus brillants en langue, comme il y en a d'autres qui sont brillants en sciences. C'est-à-dire que, moi je dirais, ne comparez jamais les enfants. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est important pour que chacun soit épanoui parce que chacun a des forces, chacun a des faiblesses et ils sont pas identiques. Hein, c'est deux enfants qui sont différents. Chacun va tracer son chemin comme sa personnalité le voudra. Donc, il ne faut pas comparer, chacun ses forces. Comme dit la chanson, chacun son chemin, chacun son destin. Voilà, exactement. Ça. Et Mustapha qui vous dit, quelle méthode d'apprentissage recommandez-vous pour initier son enfant à une langue dès son plus jeune âge, à une nouvelle langue? Alors, si on parle au niveau oral, c'est-à-dire si on parle de la langue au niveau parlé, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut initier cette langue-là à travers les jeux, à travers les chansons, à travers, par exemple, du théâtre, à travers des jeux d'imitation, du faire semblant. Je vais jouer la maîtresse, tu vas jouer l'élève, et puis vice-versa. Bon, des choses comme ça. Parce que tout ce qui est jeu, tout ce qui est ludique, aide à mieux apprendre et mieux instaurer les choses chez les enfants. La feuille, le stylo et tout ça, c'est un petit peu trop scolaire par rapport à nos enfants d'aujourd'hui. Et oui, on peut utiliser la technologie. Pour une fois que je vais dire, on peut utiliser les tablettes, mais bien sûr avec modération et bien sûr avec l'adulte. Parfait, merci beaucoup Sarah. Et on reste ensemble, on n'a pas fini. Bien sûr. On va s'amuser un petit peu, on va se détendre un petit peu, on va tester ce que ça donne un cours de poterie, une activité de poterie. On retrouve tout de suite Atman pour on a testé pour vous. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Si je vous demande quelle est l'activité artistique la plus ancienne que l'homme ait connue, vous allez sûrement me répondre la poterie. Et vous aurez bien raison. Au Maroc, il semblerait que la poterie remonte au 9e siècle et il s'agit d'un des arts les plus répandus au niveau national et reconnu à l'international. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de tester pour vous un cours de poterie artisanale pour savoir si je réussirai à fabriquer d'aussi beaux objets. Mais avant cela, nous allons rencontrer Hafida qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour Hafida, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Atman, bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir et merci beaucoup de nous avoir invités. De manière générale, qu'est-ce que ça peut nous apporter, une activité comme ça à faire ensemble, en famille? Toutes les activités manuelles apportent une satisfaction. Pour les adultes, ça aide donc à déstresser, à décompresser. Pour les enfants, ça leur donne beaucoup de confiance en eux. Et ça crée des liens. Et c'est ce qu'on constate régulièrement avec des enfants qui ne se connaissent pas et qui rentrent dans un même atelier et qui arrivent à faire des choses ensemble. Un point aussi important, c'est la relation qui se crée entre les parents et les enfants. Et en particulier avec les adolescents. Tu nous parlais tout à l'heure d'une personne extraordinaire qui a plus de 25 ans d'expérience dans le milieu de la poterie. C'est Aziz, il est né dedans. Ça fait 25 ans qu'il fait ce métier-là et ça fait 20 ans qu'il enseigne. Donc je t'invite à passer le voir dans son atelier pour qu'il t'apprenne de belles choses à faire avec tes mains. Et écoute, avec grand plaisir. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de réaliser un pot qui ressemble à ça. Alors évidemment, avant d'arriver à ce pot cuit, il y a différentes étapes. Il y a l'étape numéro 1, c'est-à-dire la roche. Donc ça, c'est de la roche qui nous vient de Esfi, qu'on va plonger directement dans l'eau. Une fois qu'elle est séchée, on obtient donc la pâte d'argile qui va nous permettre donc de créer le pot. Alors Aziz, on va te suivre pour malaxer la pâte. Avec pompe de main, on va malaxer l'argile. Ça ressemble à de la pâte à modeler. Oui. C'est sportif, hein? Ouais. Attends, tu vas trop vite, je vais être perdu. Alors, une fois qu'on a cette pâte, il faut passer à l'étape du tour. Du tour, ok. Et ben alors, c'est parti pour l'étape du tour. Au milieu. Poser au milieu. Le doigt comme ça. Donc, on va mettre le doigt ici. Appuie avec la gauche comme ça. C'est pour faire le haut du... Toujours avec la forme ici. Maintenant, tu appuies au milieu avec du... Maintenant, la main gauche ici, comme ça. Alors, ensuite... Et tu le pousses ici. Voilà. C'est assez facile à modeler, mais c'est très difficile de construire des formes. On va faire maintenant la main gauche comme ça. Alors, et là, il faut créer le petit... Ça...
On s'en sort plutôt pas mal, hein, parce que par rapport à ce que je pensais réussir. Alors comment on fait pour détacher le pot du tour? Avec Sophie. Ah oui, c'est dur. Hein. Voilà. Bon bah voilà, on a quand même réussi la première étape. Ouais. Bravo Aziz, merci beaucoup. C'est magnifique. Et maintenant on va faire la suite. On va commencer comme ça. D'accord, donc même espace, même dimension. Ah oui, pour faire comme si c'était une fleur ou une... Et ensuite, donc après je peux décorer. Et voici donc les finitions pour un résultat final spectaculaire. Je vous présente le chef-d'œuvre du cours de poterie artisanale de Nous avons testé pour vous aujourd'hui. Aziz, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la réalisation de ce chef-d'œuvre. Chers téléspectateurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Et Yasmine, je te rends l'antenne. Et merci pour le cadeau. Voilà ce que ça donne. Le pot On se dit tout fait par Atman. Merci beaucoup Atman. On va mettre des fleurs dedans. C'est joli en plus. Mesdames, alors ça vous donne envie, le travail de la terre comme ça, le travail de la poterie, de l'argile? C'est bien quand même. Ça doit détendre, je pense. Ça doit détendre, exactement. On doit se concentrer pour les détails, etc. C'est vrai que ça doit... En plus, on touche de la matière vivante. C'est un petit peu très agréable. C'est ça. Ça donne envie de se salir. Oui. Ça, c'est bien dit, c'est vrai. Bon, santé maintenant. Zineb Rami, merci beaucoup d'être là. Vous êtes néphrologue à Agadir. Vous avez fait le déplacement jusqu'à notre studio ici à Rabat. Le plaisir est pour moi. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup, docteur, d'être là pour parler de ce sujet. C'est vrai que c'est spectaculaire, cette crise de colique néphrétique, cette crise de rein, comme on l'appelle. On dit que la crise est beaucoup plus spectaculaire que la cause elle-même. Vous confirmez? Tout à fait. Tout à fait. Alors, comment gérer la crise, surtout qu'elle nous prend sans prévenir? Eh bien, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi on peut faire une crise de rein. On regarde. Si nous parlons de douleurs les plus intenses, les coliques néphrétiques en font partie. La colique néphrétique définit la douleur causée par le blocage de l'écoulement dans les voies urinaires. Cette douleur se manifeste de manière brusque. On la ressent depuis le dos jusqu'aux hanches et généralement d'un seul côté. Elles sont principalement provoquées par un calcul rénal communément appelé caillots au rein, qui contiennent du calcium ou de l'acide urique. Leur formation se fait dans l'appareil urinaire, au niveau des reins ou des canaux reliant les reins à la vessie. Les coliques néphrétiques peuvent également être causées par l'inflammation de l'urètre, une tumeur des voies rénales, la compression d'un urètre par l'effet d'une grossesse ou même des ganglions. Il est possible de prévenir les coliques néphrétiques en adoptant une hydratation quotidienne et surtout régulière de notre corps. Effectivement, boire 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour peut permettre de prévenir et de diminuer le risque de formation des calculs. Mais alors justement, docteur, dites-nous pourquoi c'est souvent spectaculaire? C'est une douleur qu'on pourrait comparer à ce qu'on appelle un tonnerre dans un ciel serein, parce que c'est une douleur qui est paroxystique, qui est très intense, qu'on compare souvent aux contractions utérines pendant l'accouchement et qu'on compare aussi à la rage dentaire. Donc c'est vraiment très très intense. En fait, ça correspond au blocage des urines au niveau rénal. C'est le rein qui est dans une capsule, qui est inextensible, qui va être à l'origine de cette douleur-là. Donc quand les urines sont bloquées, généralement par ce qu'on appelle un calcul, donc c'est un petit caillou, qui va bloquer les voies urinaires et qui va faire que la pression au niveau du rein va augmenter et va causer cette douleur-là. Donc c'est une douleur qui est assez caractéristique, c'est une douleur qui est intense, qui est paroxystique, donc qui est assez brutale, qui va se déclencher sans prévenir. Jamais? Et jamais. Il n'y a pas de présymptômes? Il n'y a pas de présymptômes. C'est un blocage. Vous avez une route, elle est bloquée, c'est à un moment donné, il y a un accident, puis on ne sait pas pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. On ne sait pas. Bien sûr, il y a des facteurs qui favorisent ça, on va en parler. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette douleur-là n'a pas de position antalgique. Donc quand vous avez mal jusqu'à ce que la pression soit levée ou soit soulagée par le traitement médical. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'abord de poser le diagnostic? Parce que si ça prend la personne en plein milieu de la nuit, en plein milieu de son sommeil, est-ce que c'est direction les urgences, forcément, ou bien on peut faire l'automédication? Forcément. C'est une douleur qui est très, très intense. On n'a pas le temps de prendre des cachets et d'attendre que les cachets fassent effet. Donc, si c'est quelqu'un à qui ça arrive une première fois, il faut aller aux urgences, que ce soit de jour ou de nuit, malheureusement. Et il y a des traitements injectables qui sont beaucoup plus efficaces que les traitements oraux.
qui vont être administrés. Donc on parle d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Probablement les gens sont assez habitués à ce genre de molécules. Donc vous avez les anti-inflammatoires, vous avez les antispasmodiques qui vont diminuer un petit peu la contraction des voies urinaires. Vous avez les antalgiques à différents stades. Et ces antalgiques, on peut parfois arriver jusqu'à de la morphine pour soulager les patients, tellement c'est intense. Oui. Mais ça s'accompagne aussi de vomissements, je pense. Alors, il y a des signes généraux qui peuvent accompagner, bien évidemment. Donc, le héros de l'histoire, c'est la crise avec la douleur qui est généralement au niveau lombaire, donc dans le bas du dos. Un côté ? Généralement, c'est un seul côté. La colique néphrétique, pour qu'elle soit bilatérale, il faut vraiment qu'on n'ait pas de chance. D'accord. Mais généralement, c'est un seul côté. C'est une douleur qui est au niveau lombaire et qui va irradier vers le pubis, donc qui va suivre un peu le trajet des voies urinaires. Et c'est ça, en fait. Quand on fait par la suite l'interrogatoire auprès de nos patients, ils décrivent très bien ces douleurs-là. Et c'est une douleur assez caractéristique qui va permettre de faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies. Donc, une fois qu'il y a ces douleurs-là, il faut d'abord soulager le patient. Direction les urgences. Voilà. L'automédication n'est pas... Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par exemple, quand on a fait une première crise, est-ce qu'on peut prendre ces précautions, on va dire, bien sûr, en termes d'hygiène de vie, on va le voir, mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose chez soi qui va soulager rapidement? Vous pouvez avoir une boîte d'anti-inflammatoires non stéroïdiens à la maison. Vous pouvez avoir des antalgiques plus ou moins puissants, mais il n'y a rien qui va soulager, on va dire, de façon assez rapide. Comme une injection. Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de position antalgique, il n'y a pas de position de repos ou de position qu'on va prendre pour avoir moins mal. C'est l'injection. Voilà, c'est l'injection. L'objectif, ça ne va pas être d'enlever la petite pierre. Hein. L'objectif, ça va être vraiment de soulager la douleur, parce que cette petite pierre, en fonction de sa taille, en fonction de sa localisation, la prise en charge va être différente. D'accord, donc en fait, c'est soulager la douleur et aussi, j'imagine, faire une radio pour voir où ça bloque, qu'est-ce qui se passe. Quand vous allez arriver aux urgences, je ne te souhaite pas ça, mais quand vous allez arriver aux urgences, il y a un certain nombre de choses. Donc d'abord, on soulage la douleur. Ensuite, on va essayer de trouver la cause. Donc dans 80% des cas, c'est une lithiase. Donc c'est un petit calcul qui va être bloqué au niveau, quelque part, entre le rein et la vessie, et qui va être à l'origine de ces douleurs-là. Donc le diagnostic, on va faire un certain nombre d'examens. Donc le premier examen qu'on fait généralement, c'est une radio pour voir où ce calcul se place. Et ça, c'est si le calcul est visible. Donc il faut qu'il ait une certaine taille, il faut qu'il ait une certaine densité. Ensuite, vous avez des échographies qui vont montrer cette dilatation, s'il y a une dilatation qui est assez importante. Et après, en fonction du retentissement sur l'état général, on va faire un bilan biologique qui va peut-être nous orienter un peu plus vers la cause. D'accord. Mais est-ce que ça peut être une cause banale, la lithiase, enfin... Généralement, c'est une lithiase. C'est une cause banale. C'est une cause banale qui est en rapport beaucoup avec notre hygiène de vie. C'est ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a expérimenté ça, on se dit, je ne veux surtout pas que ça revienne. Est-ce qu'il y a des risques que ça revienne ou pas? Avoir une crise de colique néphrétique dans sa vie, ça peut arriver à beaucoup de gens. Mais faire une deuxième crise, il faut se poser des questions. D'accord. Donc, pour prévenir ce genre de crise, il faut s'hydrater correctement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va constituer ces lithiases au niveau rénal? C'est la déshydratation. C'est la stase, c'est la déshydratation qui va faire que il va y avoir des matières qui vont se condenser au niveau de nos reins et qui vont faire des petits cailloux, des petites lithiases. Donc il faut s'hydrater. On recommande généralement au-delà de 2 litres de liquide par jour. Ça ne peut pas être juste de l'eau, ça peut être vraiment toutes sortes de liquides. Il y en a qui boivent du thé, qui boivent de la tisane toute la journée. Donc oui, ça peut être ça. Ensuite, si c'est une lithiase qu'on arrive à récupérer, on va pouvoir faire des tests pour savoir c'est une lithiase de quoi. Est-ce que c'est une lithiase de calcium? Est-ce que c'est une lithiase d'oxalate? Est-ce que c'est de l'acide urique? C'est important de définir. Bien évidemment, parce que ça nous donne une idée sur l'origine de la lithiase. Est-ce que c'est alimentaire? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce que c'est une maladie métabolique? Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Enfin, voilà, donc vraiment la composition. Donc, les gens qui ont déjà fait une crise de colique néphrétique ou qui en ont fait une deuxième devraient récupérer ne serait-ce que des poussières, des résidus de lithiase pour qu'on puisse faire une analyse pour savoir de quoi il s'agit. Donc, est-ce qu'on peut anticiper une deuxième crise? Bien évidemment. Donc, chez nous, on a le jeûne en fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire leur première colique néphrétique pendant le mois de Ramadan. Ramadan, c'est vrai. Voilà. Donc, ce qui pousse, c'est la déshydratation. Donc, soit ce sont des patients qui ont déjà fait une crise. À ce moment-là, on va donner des conseils nutritionnels, donc l'apport hydrique,
notamment au moment où on a le droit de manger. Donc, oui, mais il y a des gens chez qui vous allez avoir beaucoup de calculs, et à ce moment-là, il va falloir carrément empêcher ces gens-là de jeûner, enfin ne pas leur conseiller de jeûner. Donc vraiment, c'est au cas par cas. Donc l'hydratation est très importante. Après, une fois qu'on a mis une étiquette sur cette lithiase, il va y avoir une réhabilitation nutritionnelle. Il faut, par exemple, si c'est de l'acide urique, il y a un certain nombre d'aliments. Malheureusement, le chocolat en fait partie. Donc, le bon chocolat, le chocolat noir. Oui. C'est ça. Il en fait partie, comme les abats. Nous, on a une culture qui mange beaucoup d'abats. On a tout ce qui est sardines, enfin poissons un peu oléagineux. Vous avez les fruits de mer aussi. Donc tout ça, c'est des aliments qui sont riches en acide urique. Donc quand vous faites des lithiases de calcul d'acide urique, vous avez des aliments à proscrire. C'est pour ça que vous disiez malheureusement. Voilà. L'oxalate, c'est la même chose. Le calcium, c'est la même chose. Donc les gens qui font des calculs de calcium ne vont pas s'amuser à boire 1 litre de lait par jour et à manger 3 yaourts. Donc voilà, c'est vraiment une orientation en fonction de ce qu'on trouve. Exactement. Après, vous avez des maladies génétiques. La cystinurie, par exemple, c'est une accumulation de cystine dans le sang. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part cette hydratation justement-là et le suivi régulier chez un spécialiste. D'où l'importance de récupérer la lithiase, l'analyser pour connaître l'origine. Merci pour ces détails. Alors, mesdames, une question à notre spécialiste ? Ça va, vous êtes tranquille face à ce sujet. On espère. Vous espérez l'éloigner le plus possible. Je vous comprends parfaitement. Non, mais c'est vrai, parce que pour avoir eu une proche qui a fait une crise de colique néphrétique, je me suis dit, mais si seulement on pouvait savoir comment l'aider, la soulager rapidement, et voilà. Excuse-moi, est-ce que tout ce qui est détox, et j'ai vu la photo, est-ce que tout ce qui est détox et tout peut avoir un effet sur ça, positif ou négatif dans les deux sens? Parce que là, on voit beaucoup de gens qui font les détox et tout ça. Alors, par rapport à la formation de certaines lithiases, il est bon d'alcaliniser, il est bon d'hydrater. Donc, en fonction de ce que vous allez faire comme détox, ça va favoriser ou empêcher la formation de lithiase. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, je vois beaucoup de détox à base de jus de citron et ça. Oui. Le jus de citron, il est bon pour certaines lithiases, il n'est pas bon pour d'autres. Hein. Voilà, donc pareil pour l'eau gazeuse bicarbonatée, c'est la même chose parce que les gens se disent « Ah bah tiens, je fais des lithiases, allez, je vais boire 1 litre d'eau gazeuse, ça va me faire du bien. » C'est vraiment des choses contre lesquelles on essaie de lutter parce que c'est des fausses idées qui sont véhiculées. Et donc, quand c'est quelqu'un qui fait une lithiase plus d'un épisode, il faut aller voir le spécialiste. C'est vrai, c'est ça, et creuser un peu plus, voir pourquoi. Voilà. On a des questions de téléspectateurs. Nasser Kibouti, y a-t-il des aliments qui accentuent les crises de colique néphrétique? Non, il n'y a pas d'aliments en particulier, mais il y a des aliments chez les patients qui font telle ou telle lithiase. C'est ça. Si vous êtes suivi pour la goutte, donc la goutte, c'est la maladie de l'acide urique. Si vous avez la goutte, il ne faut pas manger d'abats, il ne faut pas manger de chocolat, il ne faut pas manger de sardines, il ne faut pas manger de gibier. Voilà, il y a une liste. Et normalement, quand vous allez chez votre médecin, que ce soit le médecin traitant ou le médecin spécialiste, il doit vous donner la liste des aliments à proscrire. À proscrire, complètement. Alors, Jeannette vous dit, on m'a beaucoup recommandé de me diriger vers un traitement naturel pour mes coliques néphrétiques. Est-ce que c'est efficace et sans risque? Qu'est-ce que vous appelez un traitement naturel? Qu'est-ce que vous appelez, Jeannette, un traitement naturel? Je sais pas. Traitement naturel, probablement, ça doit être citron. Toutes ces tisanes, un peu peut-être du romarin, les infusions romarin, les infusions au thym. Le citron est bon pour certaines lithiases, c'est très bon. Après, comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'étiologie. Mais une personne qui a fait une crise dans sa vie, il n'y a pas de probabilité pour qu'elle en refasse une deuxième s'il n'y a pas de facteur de risque. Les facteurs de risque dont je vous ai parlé, c'est essentiellement la déshydratation, mais c'est aussi... Est-ce que par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, ce sont des facteurs de risque ou pas? Non, pas plus que d'autres maladies chroniques. Par contre, les infections urinaires à répétition, oui. Oui, d'accord. Oui. Les infections urinaires à répétition. Puis il y a toujours les sujets âgés qui sont un peu plus fragiles parce qu'ils sont plus sujets à la déshydratation. Complètement. Parce que la sensation de soif est beaucoup atténuée complètement avec l'âge. C'est vrai. C'est bien de le rappeler, docteur. Merci beaucoup. Merci, mesdames, d'avoir été là. Merci d'apporter votre énergie, d'avoir apporté votre énergie, votre sourire à nos téléspectateurs ce matin. On espère vraiment
qu'on a pu répondre à pas mal d'interrogations à différents sujets. Madame Zaïm, c'était les règles de vie à la maison. Merci pour votre expertise. L'apprentissage des langues, mode d'emploi, c'était avec vous, Salah Hay. Merci énormément. Les coliques néphrétiques, comment on les gère, c'était avec vous, docteur Tina Barami. Et puis notre petit vase 11 dit tout sur Média TV, c'était avec Atman dans On a testé pour vous. Au revoir, ciao tout le monde, très très bonne fin de week-end à vous et à très vite.